Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour discuter et parler de l'épisode numéro 15 de My Hero Academia. Super vidéo qui commence très très bien. Je vais le laisser comme ça. My Hero Academia. Ok ? Alors, pour dire directement ce que j'ai aimé dans cet épisode, c'est que on sait que ça va mener à quelque chose de chaud. On est dans l'émotion, l'action, le futur résultat de certains entraînements. Et vraiment, ça laisse à présager que des choses superbes. On commence avec Midoriya Izuku qui s'entraîne avec Gran Torino. Ce que j'aime avec Gran Torino, c'est qu'il est très très efficace dans son entraînement et qu'on voit, à la différence de All Might, que vraiment il maîtrise l'enseignement. Que c'est pas son premier enseignement d'être face à un élève. Et on le voit, dans cet épisode, il lui a laissé 3 minutes pour essayer de le toucher. Dans ces 3 minutes-là, il a pu analyser l'effort physique, mais surtout mental de son élève. Il a remarqué qu'en à peine un jour, Izuku Midoriya pouvait analyser une situation et inverser la tendance. Le jour d'avant, il s'était fait arnaquer avec une vieille feinte, et ben le lendemain, il a essayé de renouveler la chose proprement, et dès lors à peine que cet entraînement était terminé, que lui était au sol, en train de réfléchir. Je vous ai dit que c'était vraiment un personnage très... il connaît énormément de choses sur les super-héros, et en plus de ça, c'est quelqu'un qui, toujours dans l'analyse, il se remet toujours en question, et c'est comme ça qu'il va évoluer. On apprend surtout que Gran Torino, il va pas uniquement l'entraîner. Il lui a expliqué, et il lui a dit, Izuku, à un moment donné, il va falloir que tu t'entraînes face à des nouveaux alters, des nouveaux pouvoirs, et donc te battre tout le temps contre moi, ça serait une faiblesse pour toi. Et ça, c'est encore très intéressant dans l'analyse de l'enseignement. Parce que si tu enseignes quelqu'un face uniquement au même type d'adversaire, tu peux pas contrer la diversité quelque part. Si tu es face à du chaud, il faut du froid. Mais si tu es face à du froid, il faut du chaud. Mais si toute ta vie tu t'entraînes face à du chaud, tu ne pourras pas te retrouver face au froid. Tu vas perdre. Oui, c'est une métaphore un petit peu bizarroïde, mais tu m'as compris. On a ensuite, encore une fois, un petit peu une vision de chaque côté des stages. Cette fois-ci, on n'a pas eu Shoto, mais on a eu un truc qui m'a fait super rigoler, c'était l'état dans lequel se trouvaient Katsuki et Bakugo. C'était vraiment très drôle. Non, franchement, parce que le gars... En fait, on peut le voir directement que son maître de stage, le super-héros, je ne sais plus comment il s'appelle, mais tu vois, avec sa petite coupe et tout, c'est quelqu'un de pointilleux qui a envie que les choses soient belles, c'est un genre de relooker quelque part, un styliste même, j'ai envie de dire. Et le gars, en essayant de remettre dans la norme, sur les rails, le type de personnage, du caractère que pouvait avoir Katsuki Bakugo, il est vraiment dans le relookage total et intégral. Il a même joué sur sa coupe de cheveux, regardez un petit peu la tronche qu'il avait. Mais ça va pas durer longtemps, tellement il s'est énervé, boum, ses cheveux sont revenus. L'une des choses très très importantes, et c'est une révélation dans cet épisode-là, c'est la discussion qu'il y avait avec All Might. J'ai bien aimé parce qu'on a appris beaucoup de choses sur Brainless, c'est-à-dire le super vilain qui avait affronté All Might en première saison, lorsqu'ils étaient avec tous les élèves et tout. Là, rappelez-vous, avec sa tête, on voyait un peu de son cerveau, un bec bizarre, et ça avait l'air d'être un mi-humain, mi-ceci, mi-cela. Il craignait pas vraiment les coups du One for All, et donc je me suis dit, là, ce mec, c'était un truc de ouf, comment ils allaient le vaincre, mais ce n'était pas assez bien connaître All Might. Donc, on a vu comment il avait gagné en saison 1, mais ça laissait à présager des choses dangereuses. Donc, il y a eu un relevé d'ADN de cet individu, et il était dans un état, non pas de réflexion, il était dans un état, comme on dit, végétal, si je me trompe pas, comme une plante. On parle de brainless, bien entendu. Et là, ce qu'ils ont relevé de cet individu, c'est qu'à la base, sa personne elle-même était un autre humain. C'était un humain à l'époque qui... c'était une petite frappe, comme il a été dit, il avait fait des petites bêtises, et aujourd'hui on apprend qu'il a 4 alters. Le gars là, c'est un peu une expérience. Brainless était au départ un être humain qui a été utilisé par les super vilains, j'imagine, afin de pouvoir vaincre All Might. Et là, ce gars, il a plein de super pouvoirs, donc comment se fait-il qu'il en a plein? Du fait, je pense qu'on lui a injecté tous ces trucs-là, il a perdu la raison et c'est devenu comme une plante, le gars. Et l'information de cette discussion, c'est que quelqu'un est capable de donner, de transmettre, mais d'une manière comme une autre, je sais pas encore comment, si c'est de manière mécanique ou de manière scientifique ou par expérience, mais plusieurs pouvoirs en même temps à une personne. Donc je pense qu'on est peut-être là dans un délire d'expérience, c'est-à-dire on prend des prototypes, on essaye d'injecter plein d'alters, de pouvoirs, et si ça tient, la personne reste en vie et ça donne un genre de brainless, soit la personne meurt. C'est comme
un petit peu dans Naruto lorsque Orochimaru faisait des expériences dans le passé de Yamato. Et ben Yamato c'était l'un des seuls qui avait survécu aux cellules de Hashirama et les autres, boum, étaient morts. Là on est peut-être dans le même délire avec les super vilains qui essayent d'expérimenter des nouveaux personnages pour en faire le point faible de certains super-héros et en arriver à détruire leur premier rival qui est All Might. Donc voilà l'une des grosses révélations de l'épisode. On a ensuite Stain, ce méchant stylé que j'ai dit la dernière fois qui a l'air d'avoir une philosophie. Il n'était pas en accord avec la vision de Tomura Shigaraki qui lui avait dit que son objectif c'était de tuer All Might. Et là on s'est dit, pourquoi l'autre il veut pas tuer All Might ? Donc là il y a un petit questionnement, on se demande. Et aujourd'hui dans cet épisode on apprend que Stain, c'est un genre de super-héros des méchants. Comment vous l'expliquer ? C'est le genre de personnage en fait qui ne tue pas aveuglément. Je sais pas, tu es un gentil, je te tue. Non, lui il est plus dans la philosophie de voir les choses comme quoi certains super-héros ne sont pas réellement des super-héros car ils abusent de leur pouvoir et très souvent pour un intérêt qui n'est pas forcément bien. Certes, tu défends la cause en tuant des méchants qui font du mal, mais tu le fais peut-être pour de l'argent, pour ceci, pour cela. Il a une philosophie à lui. C'est un méchant qui est un petit peu le gentil des méchants car il tue pas tout le monde au hasard et aveuglément, mais surtout pour des raisons selon lui. Attention, je dis pas c'est bien, c'est pas bien. Dans cet épisode, on apprend aussi que ce n'était pas normal que Stain ne soit plus encore dans la ville actuelle, parce que lui, dans la coutume veut que dès lors qu'il vient faire un crime dans une ville, il y a au minimum 4 victimes. Et là, il n'y avait qu'une seule victime, c'était le frère de Tenya. Rappelez-vous. Donc il fallait qu'il revienne et on a vu le retour de Stain dans la ville. Il a même attaqué une personne et qui est arrivé ? Tenya. Maintenant on va faire un petit parallèle à Tenya. Il a appris quelque chose de très important aussi par son stage boss, là je sais pas quoi. Alors qu'ils étaient en train de se balader dans la ville et d'analyser un petit peu les dangers qu'il pouvait y avoir. On apprend. Et son prof, là ou je sais pas quoi, il a compris, il lui a dit faut savoir un truc, c'est qu'en tant que super-héros, il y a une règle qui est très grave si elle est enfreinte. Dès lors que tu fais passer tes sentiments, que ce soit lié à la vengeance ou même à une chose très grave qui te soit arrivée, mais si tu le fais par sentiment ou par vengeance envers un méchant, tu fais une très grosse faute. C'est clairement en fait interdit dans le règlement des super-héros, quoi. Et donc là, il y a une remise en question de Tenya qui est face à deux choses. Il se dit, le mec, est-ce que, en fin de compte, je vais être contre le règlement, étant donné que lui c'est quelqu'un de très droit. Mais il y a aussi ce sentiment par rapport à son frère qu'il a toujours admiré. Tenya, c'est vraiment le mec qui est réglo de ouf par rapport à son frère. C'est son modèle, son exemple, il est devenu aujourd'hui ce qu'il est un petit peu grâce à son frère. Cette vision héroïque qu'il avait de lui-même, qui lui a peut-être enseigné par son comportement même. Et là, Tenya, il est vraiment, comme je vous ai dit, face à ces deux trucs. Enfreindre le règlement pour défendre son frère et le venger, ou bien ne pas l'enfreindre pour rester dans la norme du super-héros. Nous, on sait un petit peu qu'il a envie de le venger parce que, comme je vous ai dit, il s'est retrouvé face à Stain en fin de l'épisode. Et avec les intentions qui sont interdites en tant que super-héros, la vengeance. Et l'enseignement, il est bon parce que c'est vrai que vouloir faire le bien, faut le faire sans la noirceur. Et dans la vie, c'est pareil. Si tu fais quelque chose de bien avec du noir dans le cœur, c'est-à-dire la haine, la rancune, même si l'autre a fait quelque chose de mauvais, mais tes intentions doivent être les meilleures, normalement. Salir tes bonnes intentions en faisant un mal qu'un autre a pu faire, c'est comme vouloir se venger bêtement ou répondre à une bêtise par une bêtise. Et je pense que l'enseignement profond de tout ça, c'est un petit peu ceci, quoi. Ne salis pas une chose propre pour en faire une chose propre. C'est un petit peu ça le message du délire, de ne pas mêler la haine, la vengeance à la propreté du super-héros qui doit agir proprement. Pour en revenir au super vilain Tomura Shigaraki, de son côté, lui aussi, il a été un petit peu humilié par Stain, qui, n'étant pas en accord avec celui-ci, il en était presque arrivé à le tuer. Bref, ça s'est terminé, ils l'ont emmené dans sa ville, et Stain avait du travail à accomplir, comme il l'a dit. Je pense qu'il devait encore s'attaquer à 3 personnes peut-être, mais de son côté, Tomura Shigaraki n'était pas satisfait. Il fallait que la volonté de Stain soit un petit peu rompue. À ses yeux, en tout cas de ce que j'ai compris, il fallait que la volonté de Stain soit salie. Et là, on a une cassure encore chez les super vilains, avec le côté de Stain et sa philosophie, et un petit peu la haine de Tomura par rapport à ce qu'il a subi. Et donc, dans cette ville, il y a encore désormais une arrivée de super vilains qui sont clairement similaires
à Brainless. Donc de manière logique, encore une fois, plein de personnages expérimentés avec peut-être plein de super pouvoirs. S'ils sont du même niveau que Brainless, le fait d'en avoir plusieurs en même temps, ça peut être super chaud. On en revient à Gran Torino et à Izuku Midoriya. Ils étaient dans le train pour partir dans une ville assez spéciale où il y avait beaucoup de méchants, je sais pas quoi. Et là, dans le train, il s'est passé un truc de ouf. On voyait au loin dans la ville déjà certaines explosions, liées à Stein, mais ça ne pouvait pas coïncider avec Stein parce qu'il agissait pas de cette manière. Et on était donc dans la compréhension de ce que je vous ai dit avant, des nouveaux super vilains qui allaient arriver. Et là, il y a eu un super début de combat de Gran Torino en action. Ça fait super plaisir parce que franchement, il est très charismatique ce personnage. Autant il est petit, autant c'est un petit vieillard, mais il dégage quelque chose. Et donc il se battait avec un similaire de Brainless. Et là, le combat a eu lieu, le train a été un petit peu endommagé, fallait limite, ça y est, ils sont sortis du train, Gran Torino et l'imitation Brainless. Et là, Midoriya se trouvait dans une situation où lui aussi, je pense qu'il allait être mêlé à cette histoire. On revient en fin d'épisode maintenant avec Stein vs Tenya qui se retrouve en 1-1. En parlant de Stein, on ne sait pas réellement les détails encore une fois de son alter, de son pouvoir, mais il a l'air, je pense que dès lors qu'il touche peut-être quelqu'un d'une de ses mains ou des deux mains ou je sais pas quoi, il le paralyse. Et on l'a vu encore une fois à la fin de l'épisode lorsque Stein était à deux doigts de tuer un super-héros et l'arrivée de Tenya enfin face à face avec celui qui a vraiment détruit peut-être l'avenir de son grand frère. Celui qui a été le modèle de Tenya, celui qui l'a fait grandir avec des intentions héroïques. Là, ça m'a évoqué, je dis que ça m'a évoqué, mais c'est pas au même niveau, mais un petit peu quand Sasuke se retrouvait face à Itachi. C'est pas les mêmes émotions, c'est pas toute proportion gardée, bien entendu. Mais on se retrouve face à quelque chose qui a touché à ta famille. Il y a de l'émotion de vengeance. Mais bref, vous m'avez compris. L'épisode s'est terminé comme ça, mais moi, personnellement, je pense que, étant donné que la philosophie de Stein n'est pas entièrement mauvaise, eh ben il va voir en Tenya du positif. Pas de l'hypocrisie en fait. Et lui, je pense que c'est ça qui combat, l'hypocrisie du super-héros, les choses faites par des intérêts, et peut-être que dans son histoire, Stein même, il a vécu des choses qui le démotive en fait de tout ça, et le fait de voir, peut-être qu'avant c'était même un super-héros le gars, et en étant accompagné de mauvais super-héros, il s'est dit je vais tuer tous ceux qui sont mauvais, et garder peut-être une racine. En fait, il veut refaire le monde un petit peu à sa manière. Il a son utopie, le gars. Et peut-être qu'à la suite, alors qu'il sera à deux doigts de tuer Tenya, il va entendre certaines paroles de Tenya et ça va lui faire changer d'avis. Il va l'épargner. Pour la première fois, il va dire genre, écoute, je t'épargne, mais par contre, continue pas à faire le malin. Va-t'en, j'ai des choses à faire. Moi, je vois bien le délire comme ça parce que Tenya, c'est un bon héros. Il n'a pas des mauvaises intentions, il veut vraiment le faire de manière héroïque et propre. Voilà un petit peu comment j'imagine la suite. Je pense que il va y avoir un grand bazar et que là c'est lancé, ça y est. Midoriya va se retrouver de son côté aussi face à des méchants et au fur et à mesure ils vont peut-être se réunir tous les élèves de l'école qui est en stage pour affronter la ville de super vilains. Je vois bien cette fois-ci un petit peu pour se différencier de la saison 1, All Might qui n'est pas en capacité de réellement se battre, mais là vraiment j'aime beaucoup ce qui se passe un petit peu de chaque côté. On avance bien, il y a de l'action, il y a de l'histoire. C'est une belle surprise, My Hero Academia. Vraiment, pour l'instant, j'aime beaucoup. Et plus je vois d'épisodes, plus le prochain me plaît. C'est-à-dire que je suis dans une attente qui est plaisante. Des fois, tu vois, t'attends, mais sans être... Enfin bref, tu m'as compris. C'est tout pour cette petite review de l'épisode 15 de My Hero Academia. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que l'épisode en lui-même aussi. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié. Abonnez-vous, réabonnez-vous si vous êtes désabonné, et mets la petite clochette, je le signale pas, mais si tu veux des notifications, tu peux le faire. Sinon, pas besoin. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.